Que j'ai toujours aimé prendre mon destin en main. Et je n'aime pas que le destin soit choisi par d'autres. Et j'ai eu la chance que ça marche. Mais quand on se veut auteur grand public, ou populaire si vous voulez, si vous avez le public, le public, vous êtes content. C'est comme un chanteur, c'est comme n'importe quel créateur. Je ne crois pas, il y a des créateurs qui ne créent que parce qu'ils sentent le besoin de créer et qui ne sentent pas le besoin de vérifier si un public les suit. Moi, forcément, je suis content quand le public suit. Et le secret, c'est un petit peu travailler, apprendre à construire une histoire. C'est-à-dire, la construction d'une histoire tient, j'ai jamais lu de manuel du parfait scénariste ou du meilleur scénariste, mais c'est simplement dans la gestion de l'information. Bon, d'abord, il faut trouver une idée, bien sûr, et il faut trouver un personnage. Il faut trouver un personnage auquel, au fil du temps, s'adjoignent des acolytes qui forment toute une galerie de personnages. Si vous avez votre idée, si vous avez votre personnage, reste à construire l'histoire. Et tout est dans la gestion de l'information. Qu'est-ce qu'on doit dire au lecteur, au protagoniste, à quel moment, pour qu'il y ait chaque fois une surprise, que ça apporte un élément supplémentaire. Tout est là, il n'y a pas de secret. Je crois que j'ai le sens de la construction d'une histoire, tout simplement. Et pourquoi? Parce que je suis très sévère avec moi-même. Si je m'ennuie, parce que un scénario, c'est toujours plusieurs moutures. D'autant plus que je livre mes scénarios complets. Pour une raison très simple, si à la page 37 je trouve une idée à laquelle je n'avais pas pensé et que je trouve meilleure, mais pour ça je dois changer quelque chose à la page 14. Si j'ai envoyé déjà les planches, les pages de scénario jusqu'à la page 14, je suis foutu, je ne peux pas le changer. Donc ça c'est la première chose. La plupart des scénaristes de bande dessinée, si j'ai bien compris, envoient ça par petits morceaux. Ça n'est pas tout à fait ma façon, parce que j'aurais sans arrêt des regrets. Ah, j'aurais dû lui mettre une jambe de bois à la page 10, j'y ai pas pensé, ben, c'est trop tard, c'est déjà dessiné. Donc ça c'est dommage. Et je relis mon histoire. Au départ, elle fait évidemment 80 pages, donc je dois en faire, disons, 46. Et donc je dois densifier, mais comment densifier? Et surtout, à la relecture, je dis, là, depuis 3 pages, je m'ennuie. Pourquoi? Donc ça va pas, donc c'est pas bon, donc je recommence. Je ne suis pas rapide dans mes scénarios, je mets du temps à les écrire. Plus ça va vite, meilleur c'est. Ça veut dire que l'idée est bonne et s'enchaîne facilement. Quand ça met du temps, c'est que je me suis perdu dans des voies égarées, que j'essaie de rattraper le morceau et je ne suis pas content. Donc j'essaie de donner quelque chose où j'ai commencé la bande dessinée au temps des magazines, bien entendu. Donc l'idée, c'est qu'on ait envie de lire la suite, la semaine suivante. L'idée, quand on fait un album, c'est qu'on ait envie de tourner la page. Si on s'installe dans son lit, qu'on lit ça le soir et qu'au bout de la page 3, on dit bon, je lirai la suite demain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'il ait envie de tourner la page. Et ça, c'est donc la construction, la gestion de l'information, la surprise à laquelle on ne s'attend pas. Ça demande du boulot, mais l'imagination est un muscle comme un autre, et quand on travaille bien, parfois je sèche pendant 15 jours sur un passage, et puis tout à coup je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé tout de suite? Ça fait partie du métier. Ça, c'est un peu l'ennui de la série. Si vous travaillez avec un dessinateur, vous n'avez pas envie de le mettre en chômage technique. Parfois, vous partez d'une idée qui, au départ, n'est quand même pas fameuse. Écoutez, j'ai écrit 160 scénarios, j'ai pas écrit 160 chefs-d'œuvre. Hein. Il y en a qui sont faibles. Là, j'essaie de rattraper le morceau avec des ficelles, je reconnais honnêtement. Et quand je dis au dessinateur, écoute, bon, le scénario n'est pas aussi bon que le précédent ou pas tout à fait satisfaisant, je compte sur toi pour... eh bien non, ça ne marche pas parce que le dessinateur aussi, c'est mon premier public. C'est lui qui doit être excité, c'est lui qui doit avoir envie de continuer. Quand il dessine quelque chose qui ne le passionne pas, une séquence qui ne le passionne pas, il dessine mal, enfin il
dessine moins bien, il n'y a plus... Donc je dois d'abord séduire le dessinateur. Les one-shots. Les one-shots, parce que là, vous partez d'une idée que vous aimez, vous ne devez pas la poursuivre en série, en rabibochant, je dirais, une suite improbable. Vous avez une histoire dense, en un diptyque ou un triptyque parfois, et là, vous vous sentez vraiment inspiré jusqu'au bout. Ce sont des idées plus personnelles dans les one-shots, ce sont des histoires plus personnelles. La série est destinée à, je dirais, un grand public, ça reste personnel par le choix des comédiens, si je puis dire, des protagonistes, par le choix de l'intrigue. Mais il n'y a rien à faire, ce sont des suites, c'est la suite de la suite de la suite de la suite. Et je ne dis pas que ça s'affadit avec le temps, mais d'abord ça vous excite moins, parce que vous connaissez déjà les personnages, vous ne pouvez pas créer les personnages principaux. Si, un personnage secondaire qui va faire son apparition, bien sûr, mais ce que je préfère dans ce que j'ai écrit, ce sont les one-shots. Ça reste une série, mais avec des histoires indépendantes. C'est-à-dire que l'Argo Winch, par rapport à un Torgal, l'Argo Winch, on peut le faire démarrer aux Caraïbes, comme on peut le faire démarrer à New York ou à Shanghai. Torgal, c'était compliqué, évidemment, parce que les moyens de transport ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce sont des diptyques. Pourquoi des diptyques? Parce que j'aime bien quand même des intrigues un petit peu compliquées. C'est-à-dire qu'il y a une apparente simplicité, il y a l'enjeu apparent, puis on s'aperçoit que cet enjeu apparent n'est pas le vrai enjeu, etc. Sur seulement 46 pages, c'est parfois un peu plus que 46 pages, c'est le format standard, je dirais, des séries standards. C'est un peu court pour vraiment se permettre aussi des moments de respiration. Il faut des moments de respiration, c'est-à-dire que chaque image ou chaque page ne doit pas obligatoirement servir le sujet ou l'intrigue, mais doit servir ce qu'on apprend sur le personnage, sur sa personnalité, sur ses émotions. Avec, quand vous avez 92 pages, vous êtes quand même un peu plus à l'aise et vous pouvez vous offrir ces temps de respiration. C'est les lectures de Tintin qui m'a appris l'intérêt des temps de respiration. Donc de ne pas que tout ne serve pas à l'intrigue, et ça ne doit pas obligatoirement être des petits gags à la Sonny Tuxon. Et donc, voilà, j'ai pris l'habitude des diptyques, c'est comme ça, tant pis pour les lecteurs. Beaucoup de lecteurs attendent la sortie du tome 2 avant d'acheter le tome 1. On s'en aperçoit bien dans les chiffres, hein, je peux comprendre. J'ai été influencé par Greg, sans qu'il le sache d'ailleurs, parce que ses intrigues étaient assez minimalistes, reconnaissons-le, mais c'est le premier, bon, je lisais de la bande dessinée, hein, depuis que j'étais gamin, etc., qui apportait vraiment de l'émotion dans les rapports qu'il y avait entre les personnages. Dans Tintin, j'ai jamais senti, Tintin au Tibet, ça m'a jamais fait pleurer. Hein. Je trouvais que dans les héros standards, les Valardi de l'époque, etc., l'émotion n'existait pas. Il n'y avait pas d'émotion dans les rapports entre les gens. Et Greg m'a fait découvrir qu'il y avait moyen de créer de l'émotion dans ces Bernard Prince, dans ces Red Dust, et dans... C'est pas pour ça que j'ai imité sa manière de faire, mais ça m'a appris que c'était possible. Alors j'ai un petit peu imité sa façon de découper ses histoires, bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend, hein. On commence par imiter la manière d'eux, et puis on trouve sa propre personnalité. On cite souvent que j'aurais pu être influencé par Charlier, pas du tout. Si, il y a quelques célèbres Blueberry qui étaient formidables, mais les Bug Danny, autre truc, ça m'a jamais vraiment passionné. C'était amusant, on flingue les Japs, etc. Mais enfin, ça ne m'a jamais influencé. Si, bon, le fameux La mine de l'Allemand perdu, etc., c'était à un moment superbe. C'était dans la carrière de Charlier, je dirais,
son trophée absolu, ça c'est certain. Donc parce que là aussi, il y avait de l'émotion. Je ne sais pas quelle est la part que Giraud avait dans la construction de l'histoire. Donc m'ont influencé ceux qui ont pu dire, montrer qu'il y avait moyen de donner de l'émotion. Et c'est ce que j'essaye de faire, et c'est fichtrement pas facile en bande dessinée. On n'a pas la musique, on n'a pas les ralentis, on n'a pas... la musique aide beaucoup dans l'émotion au cinéma. Ah ben je découvre la psychologie des personnages qu'ils ont choisis. Dans les 13 mystéries, je ne m'occupe pas de choisir évidemment, ça c'est le scénariste qui le fait, le personnage qu'il va développer. Je leur demande deux choses. Un, que ça apporte quelque chose de nouveau sur la personnalité de celui ou celle qu'il a choisi, ou dans une sous-intrigue qui n'a pas été véritablement révélée dans l'histoire principale. Et la deuxième chose qui m'intéressait dans l'écho de chant, c'est la construction. C'est la construction, la densification. Quand je leur disais, écoute, je suis désolé, moi j'ai lu tes 10 premières pages, fais-les-moi en 5, ce sera meilleur. Et ils le font, et effectivement c'est meilleur. Donc je m'occupais essentiellement de la construction. Pas du tout, pas du tout. Non, je suis très content de ce que j'ai fait, je n'y pense plus, j'oublie. Je suis très content de ce 13 mystéries qui donne un éclairage nouveau, différent sur certains personnages secondaires. Je trouve ça épatant. Je n'ai absolument pas la nostalgie, je ne me dis pas « Ah tiens, ça j'aurais dû y penser, de toute façon c'est trop tard ». Si je devais recommencer 13 maintenant, je sais ce que j'y ajouterais, mais bon, je ne le fais plus, donc j'y ajouterais la dimension politique que j'ai un peu négligée dans l'histoire. Mais attendez, aucun ne m'a surpris puisque je les ai découverts au stade de synopsis, puis de développement, etc., donc j'ai jamais eu de surprise. Je précise que jamais, à aucun de ces scénarios de 13 mystéries, je n'ai soufflé une idée, ni une idée de séquence. Je leur dis simplement, là, cette séquence, ça va pas. Ça va pas, ça tient pas debout, on comprend pas, mais je leur dis pas, à ta place, je ferai ceci. Je leur ai jamais dit. C'est leur travail, c'est leur scénario. Moi, je ne me suis occupé que simplement que ce scénario soit exprimé de la manière la plus efficace possible. Non, je ne m'en occupe pas du tout. Absolument pas. L'éditeur aurait bien aimé, mais non, non, ça je ne veux pas du tout. Bah, Torgal, j'ai vendu mes droits à l'éditeur, donc je m'en occupe vraiment pas du tout. Pour moi, ça part un peu en couille dans tous les sens, mais non, non, je ne m'en occupe absolument pas. Je trouve que les scénarios sont embrouillés, ils sont faits par des gens dont c'était pas, qui n'ont pas cet esprit, je dirais, de magie, entre guillemets, que les Torgal ont eu apparemment auprès des jeunes, qui n'a pas d'émotion, c'est trop embrouillé, personnellement, j'aime pas trop. Mais bon, ça marche quand même, semble-t-il. Donc, je suis désolé de dire du mal ou de critiquer, mais vous me posez la question. Moi, je ne suis pas un fan absolu de ces suites. Le 13, je ne m'en suis pas du tout occupé. Alors là, pas du tout. On ne me l'a pas demandé non plus d'ailleurs. De Largo Winch, oui, j'étais consultant sur le scénario du premier, surtout parce que le réalisateur Jérôme Salle et son copain scénariste n'avaient aucune notion de l'économie. Donc il disait des grosses bêtises au niveau économique ou financier qui fait quand même un peu le substrat de l'histoire. Donc là je corrigeais le tir, c'est tout, mais je ne suis pas intervenu dans la construction de l'histoire véritablement. Dans le second, pas du tout. Dans le troisième, on ne sait pas encore s'il se tournera, donc on verra bien. Donc je m'en mêle pas trop. Je m'en mêle pas trop parce que il m'est arrivé d'adapter en bande dessinée moi j'ai aussi écrit pour la télévision des télésuites que j'ai faites. C'est plus facile que de faire l'inverse, c'est-à-dire adapter ses propres histoires. C'est un peu difficile, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que d'abord il apporte un regard nouveau, différent, parfois meilleur que ce que je pourrais faire.
Et moi, je serais trop pris par l'envie de développer un tel aspect qui n'est peut-être pas dans le goût du réalisateur. Donc je préfère ne pas m'en mêler. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même un décalage. C'est vrai que je m'inspire, je dirais, de l'actualité quelque part, ou de certains scandales. Je suis toujours à la recherche de scandales financiers qui soient originaux. Vu le temps de l'écriture, mais le temps du dessin, parce que Philippe Franck, qui est un méticuleux, n'est pas rapide par la force des choses, et donc il y a surtout toujours un certain décalage. Bon, il y a des trucs qui sont plus permanents, mais c'est vrai que l'extrémisme djihadiste, pour le moment, risque de rester à la mode pendant encore quelques années, malheureusement. Bon, je m'en sais. Largo Winch est quand même un chef d'entreprise. Depuis 2 ou 3 numéros, si je puis dire, j'utilise un bon truc qui est l'interview. C'est-à-dire, vous avez une page d'interview qui donne à Newsweek ou à n'importe qui lui permet de s'exprimer sur la façon dont il gère son entreprise, la façon dont il le ressent, ce que je ne pourrais jamais faire au cours de la bande dessinée, parce que ça ferait un discours qui ne serait pas à sa place. Le coup de l'interview, que j'ai utilisé déjà la fois précédente, que je réutilise maintenant dans le prochain, ça vous met en une page, et vous n'avez pas besoin, si ça vous embête, de lire l'interview pour comprendre la suite de l'histoire. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et je trouve assez passionnant ce mélange de modernité, de paternalisme. C'est du paternalisme qu'il fait. Mais qui n'aime pas le paternalisme, à part les syndicats? Je crois que tous les employés ne sont pas mécontents. Moi, quand j'étais gamin, mon père était employé dans une boîte d'électricité, style, l'ancêtre d'Electrabel, un petit peu comme chez vous, électro, machin, je ne sais plus quoi. Eh bien, il y avait une Saint-Nicolas, parce qu'en Belgique, on fête la Saint-Nicolas pour les enfants. C'était toute une fête avec des cadeaux, des trucs, ok, paternalisme. Et alors, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'avec son système de Job Swift, c'est-à-dire des sociétés dans son groupe qui sont en difficulté, si des gens doivent partir, ben, il essaye de les reclasser, de les réformer pour aller ailleurs. Tous n'acceptent pas parce que ça implique parfois un déménagement. C'est vrai qu'un pilote d'avion ne va pas vouloir être gérant de supermarché, ça peut se comprendre. Mais bon, il ramène son chômage, je le dis, je crois, à environ 4%, ce qui n'est quand même pas mal. Et si vous avez lu le prochain, je crois qu'en conclusion, si je me souviens bien de l'interview qu'il donne, on dit, bon, vous êtes de droite ou vous êtes de gauche? Ben, il dit, oui, quelque part je suis de gauche, et d'un autre côté, pour faire du social, il faut du fric, donc je suis un capitaliste et je suis peut-être de droite, je laisse les lecteurs choisir. Et c'est vrai qu'il balance entre les deux, c'est normal. On ne peut pas faire du social sans gagner du fric. Ben oui, on laisse le choix, quoi. C'est pas moi qui vais trancher. C'est pas facile d'avoir un personnage, d'avoir un héros de bande dessinée populaire qui soit un milliardaire. C'est pour ça que c'est un adopté, donc il n'est pas le père a dû certainement magouiller tant qu'on peut. Lui, d'abord, le gros problème que j'ai eu, c'est pourquoi accepte-t-il? Puisque jeune, il était révolté, il disait non, 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 eh bien il accepte simplement parce qu'il sait qu'il représente à lui tout seul l'unité de ce groupe, que ce groupe a besoin de rester un groupe pour assurer l'emploi de 400-500 000 familles, personnes, donc familles. Donc c'est pas facile à manipuler. Un milliardaire. Bon, heureusement, il a son avion privé, d'accord, mais enfin, il n'a pas des Lamborghini, il n'a pas transformé un Boeing en terrain de golf, il ne montre pas des signes extérieurs de richesse. Et autre défaut, sur le plan par rapport à la réalité, normalement, il devrait être entouré de 5 gardes du corps. Ce serait un peu enquiquinant. Donc, il n'a pas de garde du corps.
Ça, c'est parce que je crois qu'il n'y a plus un seul milliardaire qui se trimballe sans avoir au moins 2-3 malabars derrière lui. C'est un petit, ce serait un peu lourd. Mais je vous dis, mais ça m'amuse, ce côté un peu ambivalent, ou comment ne pas aller trop loin. Bon, il possède des hôtels, il a des maisons un peu partout, hérité de son papa, son père adoptif, ce qui est très pratique. Et je crois que ça passe parce que ça ne fait pas étalage de richesse. Et en plus, il mouille sa chemise. Ah oui, ça j'ai adoré, ça j'ai adoré. C'est un vaudeville, hein, ce prochain, c'est un vaudeville. La suite, le deuxième volet que vous ne connaissez pas ne sera pas triste non plus d'ailleurs. Là, j'amène un nouveau personnage, mais qui sera un personnage d'arrière-plan, mais enfin qui là joue un rôle, une espèce de capitaine ad hoc féminin qui m'amuse beaucoup. Ben, il faut que je m'amuse aussi, hein, quand j'écris, quand même. Oui, écoutez, dans le 20 ans après, je crois que c'est Larry Winch qui avait fait la préface du bouquin, donc oui, c'est un clin d'œil. J'ai demandé évidemment l'accord de Danny qui est tout content, à Philippe Franck, ce personnage disparaît dans le second, donc il ne fait qu'apparaître. Pourquoi? Pour montrer qu'il continue à chercher un successeur pour sa division aéronautique qui ne se porte pas très bien. Mais non, parce que je n'ai pas d'idée particulière pour le moment. Là, je termine un prochain Wayne Shelton, il y en a un qui va sortir maintenant, j'en termine un autre qui sera peut-être le dernier, je ne sais pas encore. Mais je n'ai pas d'idée particulière de one-shot parce que j'ai envie de consacrer mon temps d'écriture, vu que j'ai arrêté pas mal de trucs et donc ma femme en profite pour dire on est en bonne santé, revoyageons un peu plus, on a toujours beaucoup voyagé mais voyageons un peu plus, allons passer des petits week-ends à Stockholm ou ailleurs, ok d'accord, je vais écrire du théâtre. J'ai jamais écrit de théâtre, j'aime beaucoup le théâtre, on est fourré au Festival d'Avignon tous les ans, on se fait des boulimies de théâtre. Bruxelles compte 52 théâtres, donc on a l'embarras du choix. Et j'ai envie de me lancer en débutant complet dans un truc que je n'ai jamais écrit, voir si j'en suis capable, si ça donne quelque chose, si je peux utiliser mon goût des dialogues de manière intelligente et surtout frapper aux portes pour essayer de vendre ma salade à des directeurs de théâtre, donc rajeunir en étant débutant. C'est un truc assez dur, style assez classique, on se réunit, on règle ses comptes, hein, mais c'est pas dans un aspect familial, c'est pas festen. Mais c'est malgré tout un règlement de compte, mais avec un départ, je sais pas s'il est original, mais qui est quand même un peu curieux. Mais j'avais pas l'intention d'en faire une série. Je dépannais Deneyer qui venait de se faire priver d'une série au Lombard. Et j'avais ce synopsis que j'avais écrit pour un pseudo-producteur français en son temps, et qui traînait dans un tiroir, et comme Deneyer, c'est les camions, les voitures, les crashs, etc. Comme il y avait pas mal de camions, je lui ai donné ça, un diptyque, et je lui ai dit, écoute, si ça marche bien, fais-en une série, mais pas avec moi, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et puis il l'a fait avec Kaito, ils se sont pas entendus, puis il m'a dit, est-ce que tu peux pas revenir? Alors, comme c'est bon, Deneyer est un ami, et Wayne Shelton, ma femme, la bande dessinée, ça l'intéresse pas du tout, elle n'en lit jamais. Elle lit mes scénarios, hein. Mais avant que je les envoie, mais elle ne lit jamais de bande dessinée. Mais Wayne Shelton, c'est un personnage qu'elle aime bien, parce qu'il est un peu hors norme, plutôt vieux, plutôt essoufflé, tout en étant relativement encore jeune, encore moderne. Bon. Et donc j'ai repris les Wayne Shelton, je ne sais pas combien de temps je vais le faire, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais continuer après celui-là, on verra bien. Ah non, l'idée s'est arrêté, l'éditeur a été averti en temps utile, le dessinateur aussi, mais là, Philippe Aymon, qui est quand même plus jeune, qui a déjà fait du scénario, on avait une convention, j'ai une convention avec tous les dessinateurs, hein. Si l'un des deux arrête, l'autre continue, on ne va pas stopper le personnage pour ça.
Et donc il va continuer, et il m'a montré quand même son synopsis, ça m'avait l'air bon, j'ai fait 2-3 remarques, il continuera à me les montrer ou pas, ça c'est comme il veut, j'ai aucun engagement à ce niveau-là, mais je ne vais pas l'écrire le scénario à sa place, donc voilà, donc les DS pour moi c'est terminé aussi. Plus depuis des années, ça m'emmerde, il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets. Bon, ce qui s'est passé, c'est on a déménagé, on habitait une villa à Bruxelles, on a déménagé dans un appartement, donc il fallait faire un peu de ménage. J'ai bazardé tout ce que j'avais comme bande dessinée. J'ai demandé à mes éditeurs de ne plus m'envoyer tout leur catalogue, parce que je trouvais, bon, vous lisez, vous recevez tout le catalogue, Casterman, Lombard, Dargaud, etc. Il y a des bons trucs, mais il y en a beaucoup de mauvais. Enfin, de mauvais qui m'emmerdent. Bon, et qu'est-ce que je fais de ces bouquins? Alors, je dois commencer à téléphoner à la bonne femme qui s'occupe de l'hôpital machin pour les jeunes, pas la cinémathèque, mais la ludothèque, enfin n'importe quoi, pour les fourguer à l'école européenne, ras-le-bol. Donc, je dis, vous m'en envoyez plus. Alors, par contre, pour continuer à lire les meilleurs, enfin ce qui est censé être les meilleurs, je fais partie d'un jury, d'un prix qui s'appelle Diagonale, à Louvain-la-Neuve, qui, chaque année, décerne le prix du meilleur album ou de la meilleure série, enfin bon. Bref, comme ce prix commence à être un peu connu des éditeurs, ils envoient aux membres du jury, dont je fais partie, ce qu'ils ont de meilleur dans leur catalogue. Résultat, au lieu de recevoir 250 ou 300 albums ou 400 albums, j'en reçois plus que 30 ou 40. Bon, je les fourgue quand même après, mais au moins, c'est en principe ce que eux estiment qu'il y a de meilleur. J'ai donc une sélection naturelle qui se fait. Et ça, je les lis volontiers. Fabien Nury, Dorisson en plus intellectuel. Il n'y a pas grand-chose en Belgique. Il y a Dufaux, bien sûr. Il y a Stephen Desberg qui continue très bien son bonhomme de chemin. Mais ça, c'est déjà des presque anciens. Fabien Nury, indiscutablement, il a une palette assez étonnante de genre. Et il est un de mes scénaristes très mystérieux aussi. Hein. Giroud, ça a été mieux avant, mais bon, là je ne porte pas de jugement parce que je ne lis plus les trucs récents. Et alors il y a quand même quelques auteurs complets, hein, les Larsenet, quelques autres comme ça, mais qui sont un peu dans leur univers. C'est pas des scénaristes. Moi je suis un scénariste à tout faire quelque part. Non, il y a, mais il y en a beaucoup plus en France qu'en Belgique. Parmi les petits jeunes en Belgique, il y a Zidrou, oui, qui est pas mal, qui fait des trucs. Bon, l'élève du Cobus, c'est évidemment ce qui marche le mieux pour lui, mais c'est pas ce qu'il fait de meilleur. Mais celui-là n'est pas mal. Mais parmi les petits jeunes, il n'y en a pas des masses, pas des masses. Ils sont plutôt en France. D'ailleurs, sur les 13 mystéries, c'est pas difficile. Sur les 13, il n'y a que 2 Belges. Donc, voilà. C'est dire que j'ai pas trouvé dans mon terroir, et encore l'un des deux, c'est moi, puisque je ferai le dernier. Pour moi, les 13 mysteries s'arrêtent avec 13 numéros. Alors, évidemment, l'éditeur voudrait continuer, mais il y a un petit problème, c'est que plus le temps passe, puisque ça se réfère toujours à mes 13, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés à l'album 19. Ça s'est arrêté, le 19e est sorti quand, en 2006, 2007, je ne sais plus très bien. Et maintenant, nous sommes déjà en 2014, c'est-à-dire 7 ans après. Et il n'y a que le 6e 13 Mystéries qui vient de sortir. Le dernier 13 Mystéries sortira en 2018. J'ai déjà écrit le scénario, mais il sortira en 2018. Comme ça, si je meurs, au moins, le scénario est fait. Et bon, ça fait quand même un décalage de 12 ans par rapport, ça devient très éloigné de la série. Alors quoi, si Schlierf, l'éditeur de Dargaud Benelux, a envie de refaire un autre truc, 13 Mystéries, d'accord, mais sans moi, et à partir de quoi, je ne sais pas. Donc, pour moi, ça devrait s'arrêter au 13e.
Maintenant, c'est très difficile pour un éditeur, puisque ça ne marche pas trop mal, c'est 13 Mystéries, moins que la série principale, mais enfin ça marche pas mal. C'est très difficile, évidemment, de lâcher un truc qui marche bien. Mais on n'y est pas encore, donc on n'est pas encore en 2018, on verra. Mais moi, je m'en occuperai plus. Judith et Jessica. Judith, la pharmacienne, et Jessica, la tueuse, méchante, gentille. Qui forcément se rencontrent, elles ne se connaissaient pas, hein, qui parlent. Et il y a un jeu de rapport de force qui... C'est assez hard comme histoire. Hein. Il y a un jeu de rapport de force entre les deux qui évolue au fil de l'histoire. Ça m'a bien amusé. Mais c'est plutôt hard, oui. C'est plutôt hard sur le plan, une certaine violence, une certaine assez crue dans le dialogue. Je vais revoir, j'ai le temps de revoir le dialogue d'ailleurs, mais c'est deux personnalités qui s'affrontent, s'attirent et s'affrontent, hein, le truc habituel. Mais dans les romans, même dans les scénaristes, il y a des trucs que j'ai trouvés formidables, des trucs qui m'ont déçu dans les romans également, dans les... que ce soit les Douglas Kennedy ou Vicky. Je n'envie les secrets de personne, donc je ne sais pas. Il n'y a pas... Les bonnes BD que j'ai lues sont des trucs beaucoup plus personnels que ce que moi j'ai toujours écrit. Je veux dire, au niveau de la conception, au niveau de l'idée, sont des idées que moi je n'aurais jamais eues et que je n'aurais pas été capable de mener à bien. Donc ça ne sert à rien de les envier puisque je n'aurais pas été capable de faire. Le truc où on se dit « Oh, merde, si j'avais pu écrire ça ». Ça doit sûrement exister, mais je ne... oui, j'aurais aimé avoir écrit Les Cavaliers de Kessel, oui, bon, oui. J'aurais aimé avoir écrit certains romans indiscutablement, ben je ne l'ai pas fait. Et je n'aurais probablement pas été capable de le faire, mais seulement Kessel n'a pas écrit que des chefs-d'œuvre, etc. Je n'ai pas de secret, je vous ai expliqué que je n'ai pas de secret. J'ai simplement un certain sens de la construction. Et oui, quel est, puisqu'on reste dans la bande dessinée, quel est l'auteur qui m'a vraiment surpris? Ben, je pense à Fabien Nury. Comment s'appelait cette histoire d'esclaves noirs avec un dessin assez brut d'ailleurs, Atargul. Ça m'a soufflé ce bouquin. Toujours Nury, l'histoire, il était une fois en France, le découpage est extraordinaire, un découpage, le choix du sujet d'abord, mais j'ai été fasciné par la jonglerie dans le découpage, parce qu'on ne s'y perd jamais et pourtant plein de choses se racontent en même temps. C'est pour ça que je dis que Nury est un grand scénariste. C'est un grand scénariste, indiscutablement, mais je ne vais pas l'envier. Pourquoi je l'envierais? Moi, mon temps est fini, si je puis dire. Donc, comme dirait quelqu'un, j'ai ma carrière derrière moi, sauf si je deviens un grand auteur de théâtre, hein, ce qui n'est pas encore exclu, bien entendu. Mais non, je n'envie personne.